Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus au village de la chimie, des sciences de la nature et de la vie. Et c'est des mots qui ont leur importance. Et pour ça, depuis 2013, nous invitons l'INPS représenté par Frédéric Dupuche. Donc il est depuis 2009 le directeur de cet institut national, après avoir exercé pendant pas mal d'années des fonctions, je dirais, très opérationnelles au sein de la préfecture de police de Paris dans différents services. Donc je connais assez bien sa présentation, donc j'y viens toujours avec grand plaisir et grand intérêt. C'est vrai que c'est une activité qui a pris malheureusement beaucoup de relief au cours de ces différentes années. Et je pense que malheureusement ça sera installé durablement dans nos... Donc installez-vous calmement, mais assez rapidement s'il vous plaît. Donc on va vous parler, et je reprends un petit peu les phrases d'un de ses livres, de la traque silencieuse de la vérité à travers le monde de l'infiniment petit. C'est à vous. Merci beaucoup pour vos mots d'accueil toujours aussi chaleureux. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. C'est vrai que les propos que je vais vous tenir aujourd'hui vont un petit peu trancher par rapport à d'autres approches dont vous allez bénéficier tout au long de votre passage à l'intérieur de ce salon. Puisqu'ici, on n'est pas dans l'industrie, on n'est pas dans la R&D, quoique on a bien besoin qu'il y en ait pour progresser. On est dans une utilisation opérationnelle de la science pour essayer de faire avancer la justice pénale et par ce fait de contribuer à notre sécurité à tous les jours. C'est donc quelque chose d'un petit peu différent que je vais vous présenter. On va laisser tranquillement, il y a encore des places au milieu, c'est mieux pour regarder l'écran parce que plus vous êtes sur le côté, moins vous voyez la diffusion qui n'est que là-bas. Donc je vais vous parler un petit peu de ce que la science permet de faire dans les enquêtes judiciaires et comment aujourd'hui on essaye de l'exploiter au mieux. Alors c'est vrai que si on parle de ça, qu'on appelle un petit peu familièrement la PTS, la police technique et scientifique, ben ce à quoi vous pensez tout de suite, c'est à ça. C'est à ça, c'est-à-dire toute cette lutte contre le terrorisme qui s'est particulièrement intensifiée ces 2 dernières années à cause des drames successifs que nous avons rencontrés, qu'il s'agisse des attentats dits Charlie Hebdo, qu'il s'agisse à côté, le monsieur que vous voyez, c'est Sid Ahmed Glam, qui a assassiné une femme dans le cadre de la préparation d'un acte de terrorisme. Ensuite, vous avez Saint-Quentin-Fallavier avec un homme décapité dans le cadre d'un attentat. Vous avez l'attentat raté du Thalys. Vous avez l'horreur du 13 novembre à Paris. Vous avez derrière Reda Cricket, chez lequel un arsenal considérable a été trouvé à Pâques l'année dernière par la Direction générale de la sécurité intérieure. Vous avez le couple Schneider-Amand qui a été assassiné à Magninville, les policiers traqués en raison de leurs fonctions. Ensuite, l'horreur du carnage niçois avec ce camion fou qui a foncé, puis le prêtre égorgé à côté de Rouen, et enfin les bouteilles de gaz qui s'apprêtaient à faire sauter Notre-Dame de Paris, ou du moins un quartier environnant. C'est vrai que dans toutes ces affaires-là, la police technique et scientifique, elle a eu son rôle à jouer, très nettement, avec des approches classiques que vous devinez, des recherches de traces papillaires, de l'ADN, de la balistique, du travail sur les explosifs, et puis un aspect encore plus technique, la téléphonie, avec tout le système des relais exploités, et puis les caméras de surveillance pour réussir à reconstituer les itinéraires des assassins. Mais ce n'est pas que ça, la PTS. C'est pas que ça. Et ce dont je voudrais vous montrer justement, c'est qu'elle va bien au-delà de la lutte contre le terrorisme et elle est franchement vulgarisée, le terme n'étant pas lui-même vulgaire, elle est vulgarisée pour être déclinée au service de la lutte contre la délinquance de tous les jours. Pour bien le comprendre déjà, je vais vous faire un petit peu d'histoire, vous montrer d'où ça vient. Ensuite, l'Institut, qui est un ensemble de laboratoires, là, ça intéresse encore plus ceux d'entre vous qui veulent se tourner vers des métiers de la chimie. Qu'est-ce que l'on fait dans ces laboratoires au point de vue chimie? Et ensuite, concrètement, comment ça va se décliner dans la lutte contre la délinquance et le crime. On pourrait croire que la PTS, c'est tout nouveau, tout chaud. Rien qu'à l'image de cette photographie, je pense qu'il ne vous échappera pas que ce n'est pas tout frais. Ma photo, elle n'est pas en couleur. Elle date de la fin du 19e siècle et vous montre un monsieur qui s'appelle Alphonse Bertillon.
commis à la préfecture de police, qui est considéré historiquement comme étant le père de ce qu'on appelle l'identité judiciaire. C'est-à-dire c'est lui qui a mis au point un système de positionnement des personnes pour avoir une photo passe-profil qui ne soit pas modifiée, qui soit véritablement stable. Et c'est lui qui a créé le premier fichier d'empreinte digitale en France à la fin des années du 19e siècle. On pense même que c'est lui qui a élucidé la première affaire criminelle à partir d'une trace papillaire. Il n'y avait rien dans le dossier. En 1902, l'affaire Schaeffer, c'est une référence. Première affaire criminelle élucidée uniquement par une trace papillaire qui avait été retrouvée sur du verre, une surface lisse et non poreuse. Alphonse Bertillon perd donc d'une approche première de la technique plus que de la science au service de la lutte contre la délinquance. Mais celui qui vraiment a fait plonger la lutte contre la délinquance dans une approche scientifique, ce n'est pas un Parisien, c'est un Lyonnais. Un Lyonnais, le docteur Edmond Locard, espèce de touche-à-tout de génie, écrivain, philosophe, médecin, passionné, faisant partie de tout un tas d'organismes aussi diversifiés que des associations culturelles et scientifiques, mais même également la présidence des Amis de Guignol, puisqu'il était lyonnais, et comme vous le savez tous et toutes, Guignol, c'est un personnage célèbre dans la capitale des Gaules. Donc Edmond Locard, il a été le premier à penser la démarche d'exploitation de la science au service de la lutte contre le crime et la délinquance, en disant qu'il s'agissait tout bêtement d'un échange. Un échange. Il a conceptualisé ce qu'est la PTS, en trouvant la définition de bon sens. Pourquoi un échange ? Dès lors que vous vous rendez quelque part, là, vous, assis dans cette pièce, vous allez laisser des traces de votre passage. Et en repartant, vous allez emporter avec vous des éléments qui viennent de cette pièce où vous vous trouvez et du voisin que vous avez avec vous. Pas forcément beaucoup d'éléments, mais vous allez laisser quelque chose, vous allez emporter quelque chose. C'est ce que vous faites à longueur de journée dans votre vie, et c'est ce qui se fait avec encore plus d'intensité quand on est dans un contexte de délinquance, puisqu'il y a en plus de ça ce stress, cette rugosité qui vont faire qu'on va laisser encore plus de traces et emporter encore plus de traces. Que fait la police scientifique ? Eh bien, elle exploite les éléments de cet échange pour essayer de relier un suspect à une victime, un suspect à une scène d'infraction à une victime. C'est ça, la police scientifique. Et il a considéré, ce brave Edmond Locard, que pour exploiter au mieux l'ensemble des paramètres susceptibles d'être mis en évidence par ces échanges, il fallait avoir une vision plurielle, être ouvert à toutes les sciences et donc avoir un laboratoire. C'est pour cela qu'il a créé le premier laboratoire de police scientifique au monde en 1910 à Lyon. Et s'il vous arrive d'aller passer un petit week-end à Lyon dans la vieille ville médiévale, vous avez à l'arrière du palais de justice une plaque mettant ici en 1910, Edmond Locard a créé le premier laboratoire de police scientifique. Alors ce principe de Locard est excessivement célèbre. Vous voyez, là il est en anglais. Et vraiment, c'est un principe qui est à la base de la formation à travers le monde de tous les policiers, je prends le même terme policier au sens large du terme, quelle que soit l'appellation structurelle, de tous les policiers amenés à faire de la police scientifique. C'est vraiment un principe connu de tous les experts. Et quand je parle des experts, pas seulement ceux de l'État français, je parle des vrais experts. Les vrais, ceux qui savent tout sur tout, ceux qui sont les meilleurs à travers le monde, eux-mêmes connaissent Edmond Locard. Ça fonctionne plus ou moins comme une amorce de munitions. Alors, est-ce que dans ce cas, il ne pourrait pas y avoir de résidus d'explosifs sur le conducteur? Pourquoi vous voulez mon polo? Parce que chaque contact que vous avez eu, quelle que soit son importance, laisse une trace. Ça s'appelle le principe d'échange de Locard. J'y comprends rien. Ça n'est pas important. Vous, au moins, vous saurez pourquoi, dans une bonne dizaine d'épisodes de cette série à succès, on fait allusion soit au principe de Locard, soit à Edmond Locard, le père de la police scientifique. Voilà. En France, il a un seul défaut, c'est qu'il est lyonnais, et que si on n'est pas parisien, on a du mal à être connu. Mais ça, c'est notre côté jacobin qui prend le dessus. Alors cet héritage d'Edmond Locard, il fait de l'organisation de la police scientifique d'aujourd'hui, qui n'est pas un modèle de clarté. C'est une mission qui, je passerai très vite là-dessus, rassurez-vous, qui est conduite par le ministère de l'Intérieur dans sa branche chargée de la sécurité, donc avec 3 composantes classiques, la Direction générale de la police nationale, la préfecture de police, la Direction générale de la gendarmerie nationale. Chacune a des structures à l'intérieur qui luttent contre la délinquance et dans lesquelles on va trouver des entités qui leur seront associées pour aller sur les scènes d'infraction, pour faire du recueil
d'éléments, cette fameuse exploitation des éléments de l'échange dont je vous parlais tout à l'heure, cher à Edmond Locard, et qui vont faire un premier niveau d'exploitation de ces éléments recueillis, des traces papillaires. Quand ça devient plus compliqué, il faut aller vers des structures qui ont des moyens plus lourds scientifiques à leur disposition. Donc il y a les 5 laboratoires que je dirige à l'INPS, il y a le laboratoire de la gendarmerie qui s'appelle l'IRCGN à Pontoise, et puis il y a des laboratoires techniques spécialisés sur une branche, principalement les technologies numériques et les traces papillaires complexes, qui dépendent de la police judiciaire ou de la préfecture de police. L'ensemble travaille au bénéfice de la justice, qui elle-même peut requérir également des experts privés. Il y a une liberté totale du choix des experts par la justice. Bon, ça donne un édifice un peu compliqué, où il peut y avoir parfois des différences de comportement qui nécessitent donc d'être mises en relation avec plus de cohérence. C'est pour ça qu'au sein de la police nationale va être créé d'ici la fin du mois de mars un service central de la police technique et scientifique qui coiffera l'ensemble de l'activité entouré par mon rectangle pointillé rouge. Donc ça, ce sera la modification pour la présentation de l'année prochaine. Petit clin d'œil à mes hôtes. Au point de vue agent, bon, c'est quand même pas mal de monde. Hein. Ça fait plus de 4000 policiers et militaires qui s'occupent de ça à temps plein, c'est-à-dire qui ne font que de la police technique et scientifique, et ont également le concours avec eux de 20 000 polyvalents qui font de la police technique et scientifique et autre chose. Donc ça fait quand même beaucoup de monde à former, beaucoup de monde auquel il faut maintenir les compétences, avec non pas un déséquilibre, ne pensez pas ça, oh là là, ils sont que 800 dans la gendarmerie et 3200 dans la police nationale. La répartition est vraiment cohérente par rapport à la prise en charge de la délinquance telle qu'on l'a dans le pays, puisqu'on est dans un bon ratio, en gros, de 2 tiers de délinquance traitée par la police nationale et 1 tiers par la gendarmerie. Donc on retrouve à peu près l'équilibre. Les labos donc, qui arrivent en bas dans la chaîne que je vous ai montrée de l'organisation de la PTS, quand il faut analyser des choses un petit peu compliquées. Bon, les labos au sein de l'INPS, qu'est-ce que c'est que cette chose l'INPS? Institut national de police scientifique. C'est un expert personne morale, un établissement public, donc qui est expert inscrit dans une cour d'appel de Lyon qui est agréée par la Cour de cassation, on dépend du ministère de l'Intérieur. C'est l'héritage du premier laboratoire de Lyon fondé par Edmond Locard, mais ça va au-delà de Lyon, puisque l'Institut en lui-même couvre 5 grands laboratoires à compétence nationale, dont un qui se trouve à Paris. Un, je devrais presque dire, un divisé en 3, puisqu'il a 3 implantations. Une quai de l'Horloge sur l'île de la Cité, une rue de Danzig dans le 15e arrondissement et une place Mazas, juste au-dessus et au-dessous de l'Institut médico-légal. On est 815 à l'intérieur, avec pour but de faire des analyses, répondre à la demande des magistrats, répondre à la demande des enquêteurs, essayer de faire parler tous les scellés qu'ils envoient, tous les prélèvements qu'ils font parvenir, pour en tirer des éléments permettant de faire progresser leurs investigations. C'est vraiment la mission centrale. Mais à côté, comme il y a exploitation scientifique, il y a ce monde scientifique que vous connaissez, donc des publications, donc également de l'échange de savoir au plan national et au plan de la coopération internationale, et puis également dans le domaine des stupéfiants, lorsque des produits particulièrement dangereux sont trouvés, une contribution à la santé publique avec des alertes qui sont communiquées à l'OFDT, Office français des drogues et de toxicomanie. Beaucoup de scientifiques dedans. Hein. Sur 815 agents, les 3/4 sont du personnel scientifique, c'est-à-dire une filière particulière au sein de la police nationale, dont 180 ingénieurs, 80 titulaires de doctorat, il y a également une quinzaine de pharmaciens. Voilà, on a un bon niveau de sachants qui sont recrutés d'ailleurs pour leur savoir. Il y en a qui interviennent dans les procès, qui viennent témoigner. Ils travaillent tous essentiellement en laboratoire, domaine où on sort pas tellement chimie, beaucoup c'est la balistique, reconstituer trajectoire de tir, mais dans l'approche chimique, on sort également dans le domaine des incendies-explosions pour aller essayer de comprendre les départs de feu sur les scènes les plus compliquées. Et puis on touche franchement à tout. Alors ce tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire énormément de choses. Ça veut dire énormément de choses. Globalement, le but des laboratoires pluridisciplinaires comme ceux de l'Institut, c'est d'arriver à répondre. Alors il y a des réponses dont on sait très bien comment elles vont venir parce que ce sont des réponses à des questions massives. Le monstre ADN en bas, les traces papillaires, ce sont des blocs de compétences énormes. La toxicologie, bloc de compétences énorme. La balistique, ça vient régulièrement, traces techno, tout ça on connaît. Mais parfois, il y a des questions beaucoup plus diverses
sur des supports atypiques que je vais vous détailler un tout petit peu, sachant que, m'adaptant à vous, je ne vais pas m'appesantir sur les questions de balistique ni de technologie numérique qui ne sont pas véritablement votre tasse de thé. Mais si on prend la chimie, le vecteur chimique, bon, la biologie, vous allez me dire, oh, ce n'est pas de la chimie quand même. Au départ, la bio, c'est tout de même une analyse de composantes d'origine chimique. Même si on fait de la biologie moléculaire, on ne peut pas considérer qu'il y ait une rupture à 100% absolue entre les deux. L'ADN, on en parle tout le temps à juste titre. J'y reviendrai à la fin de mon propos, tellement c'est devenu une attente dominante. Dans les laboratoires, il faut exploiter les traces. C'est de l'ADN nucléaire que l'on fait essentiellement, mais on fait aussi de l'ADN mitochondrial dans certains dossiers, notamment les ossements très anciens. Et puis, il y a le génotypage des individus, le but étant de croiser des traces avec un fichier dans lequel il y a le génotype de personnes suspectes qui ont été enregistrées. Mais on sait également, par l'ADN, on commence à avancer sur ce que la presse appelle un petit peu trivialement le portrait robot génétique, c'est-à-dire établir les caractéristiques morphologiques extérieures d'une personne à partir de son ADN. À partir de l'ADN, on peut aujourd'hui trouver la couleur des yeux, la couleur des cheveux. On peut avoir une gamme chromatique qui se dégage, la propension à avoir des taches de rousseur, la propension pour nous, messieurs, à avoir une tendance à la calvitie. Voilà. Globalement, la science avance à une vitesse phénoménale et petit à petit, on se rend compte que toutes les composantes morphologiques extérieures de notre personnalité sont dans nos gènes. Alors bien sûr, je parle de l'inné, pas de l'acquis. On ne tient pas compte du maquillage, des teintures de cheveux ou tout ce que l'on veut. Mais l'inné est totalement programmé et on peut dire que globalement, ce qui va caractériser aujourd'hui des photographies vraiment types pour essayer de fixer l'image d'un visage sont toutes prévues par nos gènes, y compris les pommettes, l'écartement du nez, etc. Il faut juste... c'est un petit peu du yaka faucon. Il faut juste arriver à maîtriser l'analyse de ces gènes pour les comprendre et ensuite pouvoir les traduire en exploitation. Mais on se rend compte au fur et à mesure des progrès que tout ça, on arrive à le faire. Et actuellement, vraiment couleur des yeux, couleur des cheveux, taches de rousseur, tout ça, on peut le faire. Et d'ici la fin de l'année, on pourra même à peu près maîtriser la détermination de l'âge, ce qui est fondamental aussi par rapport à certaines traces. À plus ou moins de 3 ans, ça va commencer à devenir possible. Donc l'ADN, gros bloc qui frise quand même avec la chimie. Ensuite, les empreintes papillaires. Quand vous regardez les séries, vous voyez que les empreintes papillaires, on met de la poudre, ce qu'on appelle nous de la poudre de perlimpinpin, vous savez, dessus, avec un petit pinceau. Bon, il n'y a pas que la poudre. La poudre, c'est l'approche première. Selon les supports que l'on va avoir, supports lisses et non poreux, comme ça c'est facile, c'est ancestral, c'est à la mode Bertillon. Et puis il y a les surfaces poreuses, le papier, ça devient plus compliqué. Et il y a des surfaces humides, bref, il y a des procédés physico-chimiques qu'on est obligé de déployer avec des installations chimiques, y compris de l'extraction d'air, selon le mode de révélation qui va être utilisé. Là, on est vraiment dans vos métiers, on est dans la chimie, c'est les cuves à cyanoacrylate, c'est l'anhydrine, c'est l'indione croisé avec du chlorure de zinc, c'est ça. Bon, il y a vraiment des méthodes, là on est complètement dans la chimie et les précautions que ça implique. Autre domaine. Voilà. Autre domaine de la chimie, la toxicologie. Toxicologie, là vous voyez des cheveux, vous voyez une petite fiole. Deux approches très différentes. La petite fiole, c'est le travail courant. On fait énormément d'analyses de petites fioles, aujourd'hui des analyses de sang, notamment dans le cadre de la contribution à la sécurité routière, pour rechercher les psychotropes dans le sang des automobilistes soupçonnés d'avoir consommé essentiellement du cannabis, puisque c'est ce qu'on retrouve le plus, mais ça peut être également positif aux amphètes, à la cocaïne ou à l'héroïne. Donc beaucoup de toxicologie sécurité routière, mais également la toxicologie post-mortem. C'est pour ça d'ailleurs qu'historiquement à Paris, la partie toxicologie du laboratoire se trouve à côté de l'Institut médico-légal, donc les analyses de tous les supports biologiques pour essayer de comprendre les causes de la mort. Et puis les cheveux, alors on montre des cheveux plutôt masculins. Or, ce sont souvent sur les dames que c'est le plus intéressant, puisque vous avez les cheveux légèrement plus longs. Les analyses de cheveux dans le cadre de la soumission chimique. Vous savez que le sang, c'est la mémoire courte. C'est pour ça qu'au bout de 8 heures, 10 heures, après avoir pris une bonne cuite, vous pouvez reprendre le volant. L'urine, c'est une mémoire intermédiaire, mais comme on a tendance à l'évacuer, il y a moins de possibilités de la retrouver. Et puis, il y a derrière les cheveux. Les cheveux, c'est la mémoire longue. C'est la mémoire longue. On a fait des études avec plusieurs coiffeurs sur
la durée de pousse. On sait que les cheveux, c'est 0,8 cm à 1,2 cm par mois selon les individus. Donc on peut véritablement retrouver un produit qui a été ingéré dans les cheveux d'une personne et le dater par rapport à l'endroit où on va le retrouver sur la longueur de la mèche. Donc c'est quelque chose qui est long, il faut broyer les cheveux, enfin, ce sont des analyses qui n'ont rien à voir avec les analyses en série comme on peut faire avec des fioles de toxicologie et sécurité routière, mais ce sont des analyses qui sont particulièrement passionnantes puisqu'elles donnent des éléments à la fois d'identification des produits et de datation grâce à la longueur des cheveux. Travail autre de chimie, les stupéfiants. Le trafic de stupéfiants est à la base d'énormément de maux de notre société. Donc nous sommes associés en laboratoire avec des questions qui ont un ordre cohérent que vous comprendrez très vite. La première question qui est posée, c'est de confirmer la nature stupéfiante du produit. C'est vrai qu'il y a des systèmes de bandelettes qui sont donnés aux forces de l'ordre pour réussir à tester, mais il peut y avoir sur certains produits des erreurs, notamment avec les dérivés de la cocaïne. Ces produits, que ce soit le pavot ou la cocaïne, se retrouvent également dans des composants médicamenteux et il peut y avoir parfois des mélanges qui ont été fabriqués avec en produits de coupage qui vont fausser les tests et on est chargé en laboratoire, au contraire, de confirmer. Une fois qu'on a identifié le produit, doser le produit. Doser le produit, c'est-à-dire déterminer sa teneur en principe actif. Car c'est quand même considérable pour l'enquêteur de savoir où on se trouve en termes de dosage, de pureté du produit. Ça permet de déterminer le rôle du suspect dans la chaîne du trafic de stupéfiants. S'il a un produit qui tape en cocaïne dans les 65% de pureté, on sait qu'on est plutôt confronté à ce que l'on appelle de la saisie aéroportuaire, c'est-à-dire quelque chose qui vient d'arriver sur le territoire national. Si c'est plutôt à 55%, on est sur du territorial, c'est-à-dire de la cocaïne qui a été reconfigurée pour être vendue. Voilà, c'est à peu près toujours un écart très intéressant qui permet de se situer. Sachez sur ce plan, par exemple, que pour des produits aussi dramatiquement courants que le cannabis, on arrive à trouver des teneurs monstrueuses. Absolument monstrueuses. C'est pour ça que quand on parle du cannabis de manière globale, c'est un tout petit peu de l'inconscience. Nous avons eu des prises analysées en 2016 avec une teneur en THC, le tétrahydrocannabinol, qui est le principe actif du cannabis, allant jusqu'à 70% de pureté. 70% de pureté. Le taux moyen de THC, il est actuellement de 23%. Quand on compare avec celui des années 60 et autres, il n'était pas à 10%. Donc vous voyez, il y a quand même des changements considérables qui se font et on ne peut pas généraliser comme ça un produit comme étant toujours à l'identique. Le travail sur les stupéfiants, c'est également de donner un coup de main aux enquêteurs lorsque le dieu de la justice et de la police a oublié de leur donner un petit coup de main. Ça arrive régulièrement qu'il y ait des interceptions de suspects ou des perquisitions où il n'y a pas de produit. Il n'y a pas de produit. Alors, classiquement, on fait venir des chiens antidrogue. Le chien, il se met en arrêt sur un tapis de sol de véhicule, sur une couverture, sur un sac qu'on retrouve dans un placard. Mais le chien, à la barre, il ne va pas lever la patte pour dire « Monsieur le Président, je vous assure que ça sentait bon la drogue dans ce placard. » Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On nous envoie le tapis de sol, on nous envoie le sac. Et en retravaillant dedans, on arrive comme ça à trouver des traces de stupéfiants. Même chose pour les billets de banque. Des billets qui sont contaminés par des trafiquants lorsqu'ils les ont tripotés, alors qu'ils avaient de la drogue à côté d'eux, sachant que dans ce cas-là, on cherche des taux particulièrement élevés de présence de drogue. La plupart des billets que vous avez sur vous, les billets de 10, 20, 50, c'est-à-dire les billets les plus courants, sont par exemple aujourd'hui tous légèrement positifs à la cocaïne. Tous. Alors, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il y ait de la cocaïne à la Banque de France. Absolument rien, mais il suffit qu'un jour quelqu'un soit fait un rail en roulant un billet de banque pour s'en servir comme d'une paille, tchouk, ou bien qu'au contraire des trafiquants aient manipulé un billet en ayant les mains bien imprégnées. La cocaïne est très pénétrante, le billet est très poreux. Alors vous mettez les deux ensemble, ça fait un mariage merveilleux. Le billet va absorber de la cocaïne, ensuite il est mis en circulation. Il est déposé par quelqu'un de très honnête, un commerçant qui l'a reçu à la banque le remet dans une liasse, la liasse passe dans un distributeur de billets, elle va contaminer le distributeur de billets, qui va recontaminer tous les billets qui vont passer dans le distributeur, etc. etc., etc., etc. Donc on sait très bien qu'il y a un taux, de toute façon on est déjà, comme on le disait à la présentation, on est déjà dans l'infiniment petit, mais il y a un taux infiniment bas de positivité à la cocaïne dans tous les billets de banque, mais lorsque ce taux est explosé avec autre chose, là on est dans un élément de suspicion. Autre approche, les incendies-explosions, je vous en ai touché deux mots. Dossier complexe où là aussi on est dans une approche chimique absolue, pas trop sur le terrain
où on a des instruments particuliers pour essayer de comprendre par l'étude des éléments de chaleur qui vont être retrouvés et la logique de la scène d'explosion ou la scène d'incendie, qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce qu'il faut faire les prélèvements, mais il faut trouver ensuite les substances accélératrices, les analyser. C'est vraiment là aussi une approche de chimie excessivement compliquée, car dans tous les autres métiers qu'on va vous présenter à l'intérieur du salon, par définition, c'est du travail sur des matériaux sains. C'est du travail sur des matériaux que je qualifierais presque d'école, où tout est fait pour être bien. Moi, ce dont je vous parle, tout est moche. Tout est abîmé, tout est cassé, tout est en mauvais état. Tout est mélangé. Rien n'est fait pour faciliter le travail du chercheur, le travail de celui qui va analyser. Et en incendie-explosion, c'est particulièrement le fait. Lorsque vous avez un incendie lourd qui s'est produit, bon, ici, ce n'était pas un incendie lourd, hein, rassurez-vous, je crois que c'est juste un sac en plastique qui a fondu sur un radiateur, c'est pour ça que ça sent le brûler. Mais lorsque vous avez un incendie lourd qui s'est produit, vous allez avoir non seulement les traces de la combustion de la substance suspecte qui a été mise au départ, mais vous allez avoir tous les éléments de la pièce qui a cramé. Or, des hydrocarbures, par exemple, il y en a dans la fabrication d'énormément de supports. Et il faut savoir, par l'analyse, différencier les différentes composantes pour réussir à faire progresser l'enquêteur dans sa logique d'investigation. Enfin, il y a un domaine qui est celui où on va quand on ne sait pas où mettre tout le reste, qui est la physico-chimie. Quantitativement, ça ne fait pas énormément de dossiers, mais c'est là où on a une diversité considérable de métiers. Et quand on a une saisine sur des supports atypiques, sur des choses inconnues, c'est souvent là où on envoie les éléments. Alors néanmoins, dans cette vaste famille de la physico-chimie, il y a cette composante particulière. Là, ça n'a rien à voir, c'est pas Tintin, on a marché sur la Lune. C'est les recherches du résidu de tir. Quand on utilise une arme à feu, le principe est assez simple. Une arme à feu, ça fonctionne comment? Il y a un marteau qui vient taper à l'arrière d'une munition. À l'arrière d'une munition, il y a une amorce qui fait une primo-explosion de faible énergie. Cette petite primo-explosion fait ensuite exploser de la poudre, qui là est en quantité plus ou moins importante, d'où des cartouches longues comme ça ou des cartouches longues comme ça, suivant la puissance de feu que l'on veut avoir. Et c'est l'explosion de la poudre qui va envoyer le projectile. Donc à l'arrière, vous avez cette fameuse amorce qui est percutée par le marteau. Quand le marteau tape dedans, l'arme on l'a généralement devant soi, c'est quand même relativement rare de tirer comme ça, donc l'arme on l'a devant soi, le marteau tape et ces éléments d'amorce vont se déposer sur les mains, les bras, les vêtements de la personne qui a utilisé l'arme à feu. Voilà. C'est ce que l'on recherche souvent dès lors qu'il y a utilisation d'armes à feu, que ce soit criminel ou que ce soit dans le cadre d'un suicide. Les résidus de tir, c'est essentiellement du plomb, du barium, de l'antimoine. Essayez de retrouver ces composantes à la fois au plan de leur présence et puis à la fois au plan de leur morphologie. Ça se fait avec des microscopes électroniques à balayage. Et on a beaucoup de saisines, puisque comme je vous le disais, c'est à la fois dans le cadre des échanges de coups de feu et dans le cadre des suicides. Alors il y a du plomb, barium et antimoine dans les munitions traditionnelles, et puis maintenant il y a également l'absence de plomb. Ça tue toujours, mais ça ne pollue pas, c'est quand même essentiel. On trouve aussi dans le cadre de la physico-chimie des études de choses diversifiées. Ne va pas si vite, on m'avait dit qu'elle était sensible, mais c'est vrai qu'elle est sensible. Des choses très diversifiées comme les analyses de verre, les analyses de fibres, de peinture. Là, on est vraiment complètement dans l'échange de l'OCAR. Un bout de verre qui est retrouvé sur une personne, véhicule bélier qui a foncé sur une vitrine, les malfaiteurs marchent dans le verre de la vitrine, ils s'en vont. Ensuite, l'enquête permet de retrouver des suspects. On a une caméra de surveillance qui a enregistré les faits et on sait qu'il y en avait un, il avait un blouson marron. On retrouve un blouson marron et puis le pantalon beige qu'il avait. Pantalon beige, examen, recherche de l'infiniment petit, petits éclats de verre microscopiques croisés avec ceux de la vitrine, on peut faire un lien. Le verre, ça se croise, que ce soit du verre automobile de pare-brise, comme c'est montré là, comme ça peut être du verre de vitrine. Même chose avec les peintures automobiles. Les peintures automobiles, il y a même une base européenne qui existe, où quand on retrouve une rognure d'ongles de peinture, c'est classiquement dans le cas des délits de fuite après accident corporel de la circulation, une toute petite peinture va permettre, en étant analysée en laboratoire, de déterminer le type de véhicule et l'année de production. Voilà, on arrive vers l'analyse de la peinture, ça renvoie à une base. Alors évidemment, ça ne va pas donner aux enquêteurs, comme dans les séries américaines, immédiatement le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de téléphone et la localisation immédiate, mais ça donne quand même des éléments qui permettront de resserrer la boucle et de pouvoir s'intéresser à qui habite dans le périmètre. Les choses bizarroïdes, là que vous voyez, les diatomées, ce sont des petites bébêtes qui existent dans l'eau et que l'on recherche en cas de noyade. Chaque
surface naturelle liquide à l'intérieur des diatomées qui existent. Et quand on retrouve une personne noyée, elle a forcément ingéré de l'eau, c'est la définition même de la noyade, et on doit retrouver dans l'eau les diatomées correspondant au cours d'eau ou à la mare ou à la flaque dans laquelle on l'a récupéré. Bon, c'est toujours là aussi des vérifications souvent dans les noyades un petit peu suspects. Si on ne retrouve plus que de l'eau de javel dans les poumons de la personne, enfin de l'eau de javel diluée dans de l'eau du robinet et qu'il n'y a pas de diatomées, mais qu'on l'a retrouvé dans une mare où il y a des diatomées, il faut commencer à se dire qu'on n'est peut-être plus dans une noyade accidentelle, mais que le mort est allé se promener entre sa baignoire et la mare, ce qui peut poser des difficultés de réalisation. On a le travail sur les adhésifs, on a le travail sur les encres, leur composition. Les adhésifs, affaire de l'agression de la starlette américaine à Paris il y a relativement, je ne me souviens plus de son nom, là, vous allez sûrement vous en rappeler, Kim quelque chose, voilà, exactement. Il y avait eu ce qui s'appelle vulgairement en langage policier du saucissonnage, c'est-à-dire que les personnes avaient été ligotées avec des scotch. Il y avait des scotch, il y avait des serflex, il y avait des menottes, il y avait un tas de trucs. Bon, ça, c'est un excellent support pour nous en investigation, le scotch. Parce que d'un côté, avec la partie collante, il peut nous absorber de l'ADN. Et puis de l'autre côté, avec la partie lisse, il porte bien les empreintes digitales. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant. Ce sont des supports donc, bons pour ces aspects-là, mais également pour la colle. La colle en elle-même, si on retrouve des rouleaux chez les malfaiteurs qui sont venus, qui ont préparé leur coup en avance, on retrouve des rouleaux de scotch, on pourra comparer la composition de la colle des scotch qui ont servi à ficeler les victimes avec la composition de la colle des rouleaux trouvés chez les malfaiteurs. Il y a toujours quelque chose qui permet à minima d'exclure, de dire ça ne correspond pas, ça ne peut pas être ça, et souvent, sinon de dire c'est une identification, ce serait trop loin, de dire franchement ça correspond bien, il n'y a pas de doute, ça peut venir du même rouleau. C'est quand même pour les enquêteurs, tout ça ce sont des petits plus qui viennent s'accumuler pour acquérir la présomption. Je terminerai en vous parlant des bestioles. Alors là, bon, on n'est pas aussi bon que dans les séries télévisées. Voilà. En entomologie, les seuls animaux dont vraiment nous avons une petite surveillance en police scientifique, ce sont les mouches. Parce que les mouches font des larves qui sont de différents types selon les étapes de putréfaction des cadavres. Voilà, c'est absolument le seul aspect qui nous intéresse. C'est amusant parce que je me souviens que la dernière série, le dernier épisode, j'avais été invité sur France Inter pour le commenter, le dernier épisode de la série des experts, quand elle s'est arrêtée dans sa diffusion, il y avait un moment extraordinaire où ces gens qui savaient déjà tout faire, qui sont à la fois biologistes, chimistes, tireurs d'élite, plongeurs sous-marins et enquêteurs en affaires économiques et financières, bon, en plus ils s'y connaissaient en abeilles. Il y avait une tirade sur des abeilles, une pollinisation particulière qui s'était faite, et rien que par une abeille trouvée sur le corps, ils arrivaient à dire qu'elle était été morte à la montagne à 300 km de là. Enfin, non, nous ne sommes pas aussi bons que ça, il faut savoir le confesser. Les seuls insectes que nous maîtrisons, ce sont les larves des mouches qui se développent sur les cadavres. C'est assez sinistre, mais c'est comme ça. Que dire d'autre ? En avançant. Avoir toutes ces sciences en même temps sur un même plateau, c'est un avantage. C'est un avantage non seulement pour pouvoir répondre à beaucoup de choses, mais surtout pour faire des réponses croisées. Je parle là que des aspects classiques, je ne suis même pas dans la téléphonie ou les exploitations des relais, qui sont des éléments à la fois d'expertise et d'investigation. Échange d'armes à feu. Systématiquement, dans toutes les affaires où il y a échange d'armes à feu, on va avoir une approche de balistique. Est-ce que c'est cette arme qui a tiré et autres ? Donc ça, ce sont des tirs de comparaison, mais je ne m'étends pas là-dessus. Ce n'est pas votre domaine de prédilection. Des recherches de résidus de tir, chimie, des recherches d'ADN, en lien au départ en formation avec de la chimie, des recherches de traces papillaires, révélation certainement si on a une arme à feu ou un étui, ça va être des cuves à cyanoacrylate. Et puis on va avoir de la médecine légale avec de la toxicologie qui risque d'être faite quand même pour vérifier dans quel état se trouvait la victime, si on est associé à du trafic de stupéfiants par exemple, est-ce qu'elle est bourrée de cam ou pas à l'intérieur de ses viscères. Voilà. C'est la pluridisciplinarité qui, pour le magistrat ou l'enquêteur, a le mérite d'avoir un seul interlocuteur et d'autre part de voir cet interlocuteur faire une réponse globale en recherchant la cohérence de toutes les approches pour éviter après de découvrir des choses contradictoires. S'il y a des contradictions, il faut arriver à les comprendre et à les expliquer. Alors on fait de la science au service de l'enquête et ça sert beaucoup. Ça sert beaucoup. Pas beaucoup de graphiques dans ma présentation, mais au moins celui-là, il est à retenir. On n'est pas du tout dans un contexte de police scientifique exclusivement pour les attentats. Derrière chacune de ces unités-là, comme le 118 191 en haut à droite, il y a une demande d'un enquêteur ou d'un magistrat.
il y a ce qu'on appelle une réquisition d'un officier de police judiciaire ou une ordonnance de commission d'experts d'un juge d'instruction. Chacune de ces unités, c'est une saisine, comme on dit, c'est une demande qui vient d'un magistrat pour un dossier. Et vous voyez que vraiment, depuis le début des années 2010, il y a une vulgarisation complète du recours à la police scientifique. Ça a stagné pendant des dizaines d'années, et là maintenant, c'est totalement entré dans les mœurs. On demande de la PTS, bonjour toi, on demande de la PTS à peu près pour tout. On en demande pourquoi ? À cause de deux grandes disciplines qui petit à petit écrasent tout le reste, l'ADN, et puis la toxicologie à cause de l'approche sécurité routière. Mais c'est vraiment le changement ADN qui modifie tout. Il faut se dire que cette discipline, alors eu égard à la moyenne d'âge dans la salle, ce que je vais dire peut surprendre, mais elle est toute jeune. Elle est toute jeune. La maîtrise de l'ADN, c'est Alex Jeffreys, c'est au milieu des années 80. L'apparition de l'ADN en criminalistique, c'est au début des années 90 en France, simplement. Au début, milieu des années 90, quand il y avait du sang, du sperme, de la salive de trouver, on envoyait quelqu'un d'un laboratoire en blouse blanche pour aller le prélever. Aujourd'hui, c'est une activité de masse, de routine, déjà parce que les équipements ont changé, parce que les kits de réalisation ont évolué, ce sont également moins chers, donc permettent de faire des analyses plus fortes, et puis surtout, on sait maîtriser de l'ADN moins sensible. Il y a encore 5-6 ans, bon, peut-être un peu plus maintenant, 7-8, le temps passe vite, on était sur 100 sperme salive, maintenant on est sur les traces de contact simplement. Le fait que j'ai touché cette zapette, que vous êtes appuyé sur la coudoir, on va trouver de l'ADN. On ne savait pas faire il y a moins de 10 ans. Donc tout ça, ça permet aussi d'avoir des approches de sécurité qui changent et qui font que tout le monde veut de l'ADN. Mais le reste n'est pas exempt. Je vous dis, la toxicologie, plus de 19 000 saisines traitées en 2016. Physique-chimie, on est quand même quasiment à 1500. Les stupes, 2400. Tout ça derrière, ce ne sont pas des analyses à chaque fois. Ce sont des dossiers dans lesquels il va y avoir toute une série d'analyses qui sont conduites. Donc vous voyez, il y a vraiment une demande monstrueuse en police technique et scientifique, qui justement montre bien la différence entre l'approche médiatique, uniquement du criminel, et l'approche réelle, qui est la vie de tous les jours. La vie de tous les jours, ce qu'on appelle la police technique et scientifique de masse, le cambriolage que j'espère que vous ne subirez pas. Eh bien, quand vous allez rentrer chez vous, trouver votre logement cambriolé, on va faire des recherches de traces papillaires, on va vous emporter des objets pour les envoyer dans une cuve à cyano, des papiers qui ont été bougés pour rechercher à la didrine s'il y a des traces papillaires, et on fera du prélèvement biologique. Donc voilà, il y a une approche vulgarisée, et comme en toxicologie, pour la sécurité routière. Concrètement, pour donner un exemple plus imagé, prenons des faits divers qui ont défrayé la chronique l'année dernière. On a fait de la PTS dans tout ça. Les attentats, bien sûr, je ne vous les reprends pas tous, ils étaient en feuille d'attaque. Dans tous ces domaines-là, il y a eu un panel exhaustif de PTS. Des affaires contre les forces de l'ordre, comme celle de Viry-Châtillon, comme la mort d'un major de gendarmerie au mois de novembre dans le sud de la France. Il y a des incendies lourds, on a beaucoup parlé d'eux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, une salle de prière musulmane à Ajaccio, c'est quand même vraiment, il y avait des éléments d'enquête et c'est la police scientifique qui a permis de trouver la piste pour que les enquêteurs évoluent. Il y a eu 2 ouvriers qui sont morts dans une entreprise de recyclage de métaux à Bayonne. C'est l'expertise qui a permis de comprendre pourquoi. Ce qu'on avait pris pour une bouteille d'acétylène rouillée, c'était en réalité un obus de la Seconde Guerre mondiale, mais ça n'a été qu'en étudiant les petits morceaux éparses qu'on a pu se rendre compte de ce que c'était en réalité. Des affaires de banditisme de toutes sortes, avec des faits divers également plus ou moins dramatiques. Je reviendrai sur le squelette emmuré derrière, parce que je la trouve amusante, et puis celle-là, c'est pas du terrorisme ou autre, amusante. C'est un meurtre quand même, mais dans mon domaine, il faut savoir prendre le mot amusant avec un certain décalage. Que vous dire d'autre? Des accidents de circulation, là, nos pauvres ressortissants européens portugais qui sont morts sur cette route transversale qu'on appelle la route de la mort. Pareil, toxicologie, analyse au laboratoire de Toulouse. Et puis des affaires aussi, j'en cite une en matière de stupéfiants qui est intéressante puisque c'était la première. Il y a un nouveau dispositif qui s'appelle l'action de l'État en mer qui permet d'intercepter des bateaux de trafiquants très loin de notre territoire national et en dehors de nos eaux territoriales. Et c'est dans l'océan Indien où il y avait eu une appréhension de drogue par la Royal. Et la drogue est arrivée au laboratoire de Lyon pour être confirmée, ce qui a permis à la marine de détruire la totalité du stock. Le bateau, je ne sais pas, mais je me demande s'il n'a pas été détruit aussi. Voilà, donc ce sont des affaires. Kim Kardashian, elle est là, comme ça le nom ne m'aurait pas échappé si j'avais attendu ce moment-là pour vous en parler. Tout un tas d'affaires médiatiques qui montrent qu'au-delà des chiffres, il y a des affaires également qui illustrent bien. Alors, illustration classique, un domaine, ça n'a pas forcément défrayé la chronique, mais c'est quelque chose de
vraiment de tout récent, puisque ça date fin 2016, début 2017. Un squelette avec encore quelques petits bouts de chair, enfin on va appeler ça des restes humains, sont retrouvés dans une maison à l'occasion de travaux à Marseille. C'est pas frais. C'est pas frais du tout. Premier élément de travail, de la balistique, on trouve un projectile 22 long rifle à l'occasion de l'autopsie. Bon, non, le laboratoire identifie que c'est bien du 22, donc calibre relativement fréquent. Pas d'armes associées. Recherche sur la peau un peu parcheminée qu'il y a à l'orifice d'entrée. On voit qu'il n'y a pas de résidus de tir, parce que les résidus de tir auraient été marqués, même avec le temps seraient demeurés. Donc ça n'a pas été un tir à courte distance, mais un petit peu plus éloigné. Ensuite, élément d'enquête, eh bien, il faut réussir à tenter d'identifier ces restes humains. C'est une femme. On sort un portrait robot génétique qui permet, comme l'immeuble avait été occupé par différentes familles depuis à peu près 10 ans, et on évaluait le corps à un état d'une dizaine d'années d'ancienneté. Donc on prend les occupants successifs, et avec un portrait robot génétique, on arrive à peu près à trouver l'orientation de population concernée par le corps. Du coup, les enquêteurs font des prélèvements dans les familiers des gens, ils retrouvent des apparentés aux personnes qui avaient occupé les lieux, et on peut comme ça arriver par de l'ADN mitochondrial et de l'ADN nucléaire à croiser un tout petit peu le reste d'ADN qu'il y a dans ce corps, enfin de ces résidus de corps humain, avec des familiers et à trouver la famille concernée. Comme on a la famille concernée assez vite, ça permet de donner un nom à la victime qui s'appelait Camille, je ne sais plus comment, d'avoir un lien de parenté absolu qui est prouvé. On s'intéresse à ce moment-là un petit peu plus au fils qui vivait avec lui. On retrouve les documents, on s'aperçoit que le fils, les enquêteurs vérifient, le fils est toujours bénéficiaire de toutes les prestations sociales dont bénéficiait sa mère qui est morte depuis 10 ans. On récupère tous les documents qui ont été envoyés aux caisses sociales versant des prestations, on les expertise, et on voit que tout ça c'est des faux en écriture et qu'il s'agissait bien de l'écriture du fils. Voilà, c'est de la PTS appliquée dans une affaire relativement originale. En fait, il avait trucidé sa maman il y a une dizaine d'années. Il l'avait mis dans le vide sanitaire du logement, avait déménagé lui par la suite et continuait à percevoir les prestations sociales, ce qui lui permettait de ne pas travailler. Donc voilà, c'était une recette de vie courante où la PTS a bel et bien aidé les enquêteurs. Et ça, c'est vraiment tout frais, enfin tout frais. Le cadavre était un peu moins frais, mais c'est vraiment tout récent puisque ça date de ce début d'année. Alors là-dedans, je vous parle beaucoup d'ADN. Je vous parle beaucoup d'ADN, y compris dans ce dossier-là, puisqu'il y a eu de l'identification par l'ADN mitochondrial. C'est vrai que l'ADN est très présent et qu'on peut en tirer beaucoup de choses. ADN tout puissant. ADN très demandé, en tout cas. Très, très, très demandé. Ça, c'est l'évolution des césines, en rouge, le nombre de dossiers traités chaque année avec des demandes de recherche d'ADN pour identifier des personnes. C'est très demandé. Et puis en face, en jaune, le nombre de profils génétiques qu'on a établis et envoyés aux fichiers spécialisés pour essayer de retrouver dans cet énorme fichier qui s'appelle le FNEG, le Fichier national automatisé des empreintes génétiques. Une fois qu'on a trouvé ces éléments, échange de l'OCAR, ce profil génétique issu d'une trace, on l'envoie au fichier pour que le fichier, potentiellement, mette un nom en face. Vous voyez la courbe ascendante? On était dans les 10 000 au début des années 2010, c'est quand même pas très vieux. On est maintenant dans les 51 000. Il y a une progression énorme, à la fois de la demande et à la fois de la réponse qui est apportée. Donc c'est vrai que ça marche. Ça marche. Ça marche parce que ça permet des identifications directes déjà, grâce au fichier. Et ces identifications, ces rapprochements qui sont proposés, parce que le fichier propose des rapprochements et derrière ce sont les experts biologistes qui confirment en regardant les profils génétiques qu'il y a véritablement concordance, il y en a de plus en plus. 31 000 l'année dernière, 36 000 rapprochements en 2016, des rapprochements qui peuvent permettre d'établir des sérialités, c'est ce qu'on appelle des rapprochements trace-trace, on suit quelqu'un. On suit un malfaiteur, on le retrouve, on pourra lui mettre plusieurs infractions sur le dos quand il sera intercepté, et puis des rapprochements encore plus intéressants, trace-individu. Donc cet aspect-là, c'est vraiment l'aspect courant, classique, premier de l'exploitation de l'ADN. Mais il y a aussi des exploitations indirectes par l'ADN. C'est là où l'ADN a des avantages par rapport aux traces papillaires qui ont leurs avantages. Les traces papillaires, ce que ça a comme avantage, c'est que c'est très rapide, c'est une image. Donc une fois qu'on l'a définie, soit par de la poudre, soit par des procédés de révélation physico-chimique, cette image elle est facile à acquérir, on prend des photos, ça peut aller directement dans un fichier et on a comme ça par envoi de photos des réponses très rapides et c'est peu coûteux à réaliser. L'ADN
a d'autres avantages, notamment l'aspect de filiation. C'est de la génétique. Votre trace papillaire, elle est à vous. Rien à voir, les traces, qu'elles soient palmaires ou digitales, ce sont les vôtres et rien que les vôtres, ni celles de vos collatéraux, de vos ascendants, de vos descendants. L'ADN, non. L'ADN, non. Notre ADN, il est l'héritage de nos parents. Il y a un côté papa, un côté maman, donc on retrouve forcément une linéarité. On peut identifier quelqu'un donc de façon indirecte par l'ADN, ce que ne permettent pas les empreintes digitales. Alors, il y a deux approches dans ce cas-là. Il y a un travail qui se fait par le fichier. Je passe assez rapidement là-dessus. C'est-à-dire que normalement, il y a un certain nombre de segments d'ADN pour identifier quelqu'un. Et quand ça ne marche pas dans le fichier, on peut avoir une approche. Ce ne sont que pour des affaires criminelles graves, où on a eu tout ce qu'il fallait comme composante, ça n'a rien donné. On va prendre de moins en moins de segments d'ADN pour rechercher dans le fichier s'il y a quelqu'un qui correspond à ça. Alors ça va faire, moins on est exigeant en segments d'ADN, plus on va trouver de candidats. Et après, il faut travailler sur chacun de ces candidats pour voir s'il peut y avoir une cohérence. C'est une affaire qui a pris naissance comme méthode en 2011, l'affaire Élodie Cudic, une jeune fille tuée et violée. Et on a pu, par ce procédé, finir par retrouver un auteur qui finalement était mort, mais parce que son frère était connu dans le fichier. Voilà. Il faut réduire à chaque fois le nombre de segments d'ADN pour réussir à cibler. Et puis il y a une autre approche comme ça, indirecte par l'ADN, qui, elle, est liée franchement au travail à partir des familiers. Je vous ai évoqué le cadavre emmuré, mais même dans des affaires non pas courantes, mais dont vous avez entendu parler, on va prendre l'ADN d'un proche quand on a des éléments de suspicion pour identifier quelqu'un. Ce fut le cas, par exemple, dans les attentats du 13 novembre. Au point de vue chimie, dans les attentats du 13 novembre, il y a eu des résidus de tir, et puis il y a eu beaucoup d'ADN, avec comme ça l'identification indirecte pour 3 terroristes, dont Salah Abdeslam. Salah Abdeslam, qui est actuellement incarcéré, il a été identifié. Il n'y en avait pas son ADN dans le fichier, on a eu un ADN, et c'est en croisant avec celui de son frère qui est mort lors des attentats et celui de sa mère que l'on a reçu, qu'on a pu comme ça l'identifier. Alors ADN tout puissant, mais tout puissant avec des limites quand même, il faut être cohérent. Des limites qui sont un jour repoussées, il ne faut pas s'inquiéter vu la vitesse à laquelle ça avance. Déjà, on ne peut pas dater une trace. Si je trouve votre ADN en partant chacun sur votre fauteuil, on ne pourra pas dire « ils étaient là entre 10h30 et 11h30 ». On ne pourra pas le prouver. Il n'y a pas de datation de la trace, pour l'instant. Il n'y a pas de chronologie non plus. Si on est plusieurs à tripoter la zapette, ce n'est pas l'ADN dominant que l'on va trouver qui sera l'ADN du dernier. Pas du tout. Il y en a qui sont de bons donneurs, d'autres qui sont de mauvais donneurs. Et puis, il peut y avoir également des transferts qui se font, c'est-à-dire qu'on peut emporter avec soi l'ADN de quelqu'un d'autre. Alors, bon, c'est quelque chose qui est archi connu de longue date pour des traces riches. Classiquement, si vous avez un bac à linge familial et puis qu'il y a dedans un vêtement avec du sang parce qu'on s'est coupé, le sang il va se transférer, même s'il ne se voit pas à l'œil, l'ADN qui est dans le sang d'une blessure de linge va passer sur un autre vêtement. Donc il faut toujours se méfier des contaminations pour les traces riches, c'est quelque chose qui est maîtrisé depuis longtemps. Mais la vraie question, c'est pour les traces pauvres, les traces de contact dont je vous parlais, parce que ce sont celles-là que l'on trouve le plus en criminalistique. Et est-ce qu'on peut prendre l'ADN de quelqu'un et le redéposer ? C'est ce qu'on fait tous les jours quand on cherche des traces sur une scène d'infraction. On est là, on écouvillonne, mais il y a un liquide spécial qui est mis, il y a des modalités de recueil, c'est fait pour ça. Non, le vrai truc, c'est le transfert accidentel. Des études ont été menées, parce que c'est quand même essentiel dans la conduite d'une enquête, savoir si c'est envisageable ou pas. Exemple type, ce qu'on disait main-objet, c'est quoi ? Monsieur, c'est pas moi, j'ai touché peut-être un objet, mais je ne sais pas pourquoi vous retrouvez mon ADN sur un autre objet. Exemple type, je laisse cette zapette ici, en partant, et puis il y en a un d'entre vous qui vient, qui retrouve la zapette, il la laisse, ensuite il prend une arme, il va tirer sur quelqu'un, il laisse l'arme. Est-ce qu'il aura pu transférer mon ADN et la poser sur un autre objet ? Non, ça marche pas. Il n'y a pas assez d'ADN quand on a touché un objet touché par une autre personne, on n'emporte pas assez d'ADN pour qu'il soit transféré. Mais en revanche, ce que l'on a pu prouver, c'est que dans des circonstances de temps très brèves, très rapprochées, on peut faire des transferts d'ADN main-main. Vous savez, c'est-à-dire que si on se serre la main très longuement, mode défilé du 1er mai sur la place Rouge il y a quelques années, quand on voyait les dignitaires soviétiques qui se serraient la main pendant 10 minutes, voilà. Là, on se fait un bon transfert d'ADN. Après, si on attrape un objet et qu'on l'utilise, on peut remettre l'ADN de la personne à laquelle on a serré la main. Mais circonstances de temps très rapprochées. Donc voilà, ce sont des approches comme ça qui sont toujours intéressantes à travailler, mais qui montrent bien que l'on doit main dans la main bosser, enquêteur et expert. Je terminerai par vous dire que l'ADN criminalistique, ça permet aussi d'élucider des affaires historiques. Vous voyez, parfois on n'est pas que dans le glauque.
Il y a eu une affaire historique passionnante dont nous avons été chargés au moment du 70e anniversaire du débarquement. C'était un mystère autour d'un soldat américain que des historiens pensaient se retrouver par erreur dans un ossuaire militaire allemand en Normandie. Un tankiste, son tank avait été déglingué, et comme il était tankiste, comme tous les tankistes, il avait une approche assez souple de l'uniforme, puisque de toute façon il était dans sa boîte de conserve, et si bien qu'il avait visiblement sur lui des effets militaires allemands, qui ont fait que lorsque le corps, dans un état abominable, permettant pas d'avoir des empreintes digitales, a été retrouvé, le peu d'effets identifiables qu'il avait l'a fait passer pour un Allemand. Il a été pris en charge par les prisonniers allemands et ensuite, avec une chaîne de circuits de cimetière provisoire en cimetière provisoire, s'est retrouvé dans un ossuaire militaire allemand. Mais des historiens avaient creusé, à la demande de la famille, 70 ans d'investigation pour dire a priori ça pourrait être lui qui se trouve dans l'ossuaire militaire allemand de Huisne-sur-Mer face au Mont-Saint-Michel. Bon, c'était un espèce de défi historique, donc on est allé sur place avec le médecin légiste, on a sorti les restes de ce pauvre garçon dans ce caisson où il y avait bien écrit Ein Deutsch Soldat, ça c'est anonyme, mais un soldat allemand, c'était comme ça dans l'ossuaire. Et puis en travaillant, la petite quenotte, c'était un jeune homme, donc il avait des bonnes dents bien saines, a permis de retrouver de l'ADN mitochondrial qui a été croisé avec celui des descendants de sa sœur. Et comme ça, juste après le 6 juin 2014, on a pu assister au départ du corps je pense que c'est peut-être le dernier départ de corps que l'on verra d'un mort de la Seconde Guerre mondiale, comme ça, qui est reparti à son pays parce que la France, en criminalistique, a pu se mettre au service de l'histoire pour permettre à quelqu'un qui est mort pour notre liberté à tous de rejoindre son pays. Alors si tous ces métiers vous tentent, qu'il s'agisse de toxicologie, de physique-chimie ou autre, il y a plusieurs portes d'entrée. Il y a des portes d'entrée d'agents généralistes sans spécialité, et puis il y a des portes d'agents plus spécialisés, des techniciens recrutés à Bac+2 ou des ingénieurs à Bac+5 sur titres et travaux, mais là c'est vraiment par spécialité, biologie, chimie, toxicologie. Et ensuite, si vous êtes franchement chimiste, vous pouvez aller bosser dans toutes les spécialités que je vous ai évoquées, où on recrute de manière variable selon les disciplines et la mode. Actuellement, c'est vrai que la toxicologie et la biologie sont plus en pointe que la physico-chimie traditionnelle. Mais si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller vous balader. Les organisateurs ont eu l'humour de nous mettre au stand 17 pour évoquer le police secours, je suppose, de même que les pompiers sont au 18. Mais comme ça vous fait un moyen mnémotechnique, vous ne pourrez pas les rater. Et je vous invite à aller discuter avec eux. Il y a des vrais scientifiques sur place qui pourront répondre à vos questions. Je vous remercie de votre attention.